Bonjour à tous. Combien d'Américains les Iraniens ont-ils tués ces dernières années? Combien d'Américains sont tués par le fentanyl chaque année? 70 000 en moyenne. Donc est-ce que l'Iran, c'est vraiment notre priorité numéro une? Il fait une guerre sans savoir pourquoi il fait la guerre, fondamentalement. Le but de guerre, il n'y a pas de but de guerre. On peut cogner, chef, ouais, on y va. C'est aussi ballot que ça. C'est destruction, déshumanisation et déséquilibre. Nous voyons bien que la guerre est aujourd'hui dans les mains de gens dont on peut s'interroger sur leur équilibre. C'est quelques-uns des commentaires les plus significatifs de la manière dont ces deux guerres au Moyen-Orient, celle des États-Unis et d'Israël en Iran et celle d'Israël au Liban, sont analysées par les principaux médias français, mais aussi européens et américains, toutes tendances politiques confondues d'ailleurs. En résumé, Trump est un fou, manipulé par Netanyahou, qui fait une guerre sans savoir lui-même pourquoi. Alors, on reviendra dans une autre émission sur ce que signifie pour le débat public un tel unanimisme où le commentaire et les faits se brouillent les uns les autres au bénéfice d'une vision quand même très simple de la géopolitique. Mais aujourd'hui, on va profiter du cessez-le-feu et du cessez-le-feu, tout simplement, pour essayer de dépasser un peu ces discours et d'éclairer certains des éléments qui sont négligés par les médias classiques et leur regard occidental. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Éric Danon, bonjour. Vous êtes ministre plénipotentiaire, vous avez été ambassadeur de France en Israël entre 2019 et 2023, et vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'armement et de coopération. Maya Kadra, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes enseignante, journaliste franco-libanaise, lauréate du prix du journalisme francophone en zone de conflit 2013 et ancienne journaliste à L'Orient le Jour. Pierre Ramon, bonjour. Vous êtes membre de la revue Le Grand Continent, impliqué dans les publications sur l'Iran et le Moyen-Orient pour Le Grand Continent. Et par ailleurs, en fin de thèse, vous m'avez dit sur les négociations nucléaires avec l'Iran et le rôle que les Européens ont joué dans ces négociations. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et enfin, Zineb Rivoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes marocaine, vous avez fait vos études en France, vous êtes chercheuse au Hudson Institute et vous tenez un Substack géopolitique qui s'appelle Beyond the Ideology, qui est un des plus intéressants Substacks en ce moment anglophones sur les questions du Moyen-Orient. Vous êtes aussi collaboratrice à The Free Press, un des journaux, un des médias en ligne les plus intéressants également. Je vais commencer par vous, d'ailleurs, en partie parce que vous devez partir d'ici 3/4 d'heure. On vient d'écouter certains des commentaires français sur la situation. Et ce que vous dites dans votre Substack et dans les articles que vous écrivez, c'est que ces visions de Bruxelles ou de Londres ou de Paris, où l'Iran, basiquement, se présente comme un mouvement de résistance qui s'oppose à l'hégémonie américaine et à l'occupation israélienne, ne correspond pas du tout à à l'opinion qui est en train de monter dans les pays du Golfe, dans les pays arabes en général et dans les pays du Golfe en particulier. Oui, alors en fait, je pense qu'il est important de prendre un peu de recul et de voir comment le 7 octobre 2023 a déclenché une séquence que Téhéran n'avait pas vraiment anticipée parce qu'il y a eu la décapitation du commandement du Hamas, l'élimination de Nasrallah et la destruction méthodique du Hezbollah libanais, l'effondrement du régime Assad en décembre 2024 qui a privé l'Iran de son couloir logistique terrestre vers la Méditerranée. Il y a aussi eu un refoulement des milices chiites irakiennes par les frappes américaines, la dégradation progressive aussi des Houthis sous les campagnes successives menées depuis la mer Rouge. Et donc il y a eu, je pense, un grand projet vers l'élimination des milices iraniennes. Et ça a été je pense, un très grand développement, notamment pour les pays arabes qui ont depuis toujours été privés de leur souveraineté parce que l'une des choses que faisait la République islamique, à part saisir le dossier israélo-palestinien et en faire la porte d'entrée vers le portail des débats arabes, c'était en fait cultiver un monde et je dirais des institutions parallèles qui faisaient que ces pays-là n'arrivaient pas à régner.
ils n'arrivaient pas aussi à profiter de toutes leurs ressources, notamment pétrolières en Irak, etc. Et donc, ce qui est important en ce moment, c'est que, en fait, dès que l'opération Epic Fury a été révélée, c'est qu'on s'est précipité en disant: ah, mais cette opération, ça va absolument ruiner la relation entre les États-Unis et les pays arabes. Mais en fait, non. Aujourd'hui, on voit que c'est le contraire, que les Émiratis, les Saoudiens et d'autres sont beaucoup plus agressifs que les Israéliens lorsqu'il s'agit de dire que l'Iran ne doit plus ne doit plus fournir des ressources pour les groupes terroristes. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important à tenir en considération. Parce que les Iraniens ont toujours fait en sorte que leur statut de république islamique soit utilisé pour promouvoir cette idée que le Moyen-Orient est contre Israël et contre les États-Unis, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit un grand changement lorsqu'on voit les débats arabes. Donc voilà, donc ça c'est très important parce que par la suite parce que ça veut dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité qu'il faut identifier. Et je pense qu'à Washington, elle a été identifiée. Ce que vous dites, c'est que pour la plupart des pays du Golfe, la plupart des pays de la région, l'Iran, la politique iranienne apparaît comme un projet impérialiste et non pas comme l'avant-garde d'une révolution pro-palestinienne et tiers-mondiste. Et vous citez un certain nombre d'éléments, ce qui s'est passé en Irak, ou ce qui s'est passé en Syrie, et évidemment, bien sûr, ce qui se passe au Liban, des points sur lesquels on va revenir dans un instant. Et ce que vous dites, c'est que l'opération Epic Fury a accéléré un processus de remise en question qui était déjà en cours dans les pays arabes. Oui, oui, et je pense qu'il est important de prendre en considération ce que fait Washington, parce que pour Washington, la campagne vise avant tout à restaurer la crédibilité dissuasive américaine face à Téhéran, parce que ça fait une décennie qu'il y a eu une grande érosion. Il s'agit de démanteler aussi la capacité balistique et nucléaire iranienne. Il s'agit de consolider une architecture arabo-israélienne permettant à terme un redéploiement d'une partie des militaires américains stationnés dans la région vers le théâtre Indo-Pacifique face à la Chine. Et donc, je pense que c'est important de prendre en considération tout cela parce que c'est vrai que ce que dit Trump, ses discours, ça semble vraiment tiré par les cheveux et erratique, mais il y a vraiment une logique derrière tout cela. Mhm, mhm. Cette espèce d'impérialisme de la part de l'Iran sur la région, on le voit particulièrement en ce moment au Liban. On peut le dire comme ça. Maya Kadra, les dernières informations, cette émission est diffusée le dimanche, mais c'est en fin de semaine dernière, le président libanais a vécu des menaces directes de la part du Hezbollah à la perspective d'un dialogue direct entre le Liban et Israël, a généré de la part du Hezbollah et de la part de la soi-disant branche politique du Hezbollah des menaces physiques directes. Je dirais même que c'est la branche politique qui s'est exprimée avec les termes les plus virulents, non seulement contre le président de la République, Joseph Aoun, mais également à l'encontre du Premier ministre Nawaf Salam, qui a entrepris donc avec son gouvernement vraiment de très belles initiatives, certes symboliques, parce que ce n'est pas suivi vraiment d'actes, mais il a déclaré Beyrouth comme capitale démilitarisée. C'est lui qui a également tenu au désarmement du Hezbollah à partir du mois d'août 2025 et qui a annoncé un plan de désarmement, donc conjointement avec l'armée libanaise. Mais on voit que malgré toutes ces postures politiques qui sont quand même nouvelles, qui sont extrêmement courageuses aussi, on voit qu'il y a une certaine forme d'immobilisme au Liban. C'est le même immobilisme qui nous a ou qui a précipité ce pays dans la guerre. Aujourd'hui, le Hezbollah, on a très bien vu qu'il n'a pas été désarmé. Les roquettes qui ont été tirées en représailles après l'élimination de Khamenei ont bien été tirées d'une zone qui était prétendument désarmée, donc du sud de l'Italie. Le Liban est un pays en manque de souveraineté. Et on ajoute à ce pouvoir qui est extrêmement faible, évidemment, donc tout un appareil, non seulement militaire, mais de propagande du Hezbollah. On parle du
chef, par exemple, du bureau politique de cette milice, Mahmoud Komati, qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit d'adresser des menaces directes, non seulement contre le président et le Premier ministre, mais contre des journalistes, contre des penseurs, contre des intellectuels aussi, qui dénoncent la violence du Hezbollah, qui dénoncent aussi le fait qu'ils aient pris le pays en otage. Il y a tout un appareil, même journalistique aussi, qui l'accompagne. Il y a des chaînes télévisées comme Al-Manar, comme Al-Mayadeen, la presse écrite comme le journal Al-Akhbar, qui suivent vraiment cette tendance et qui jettent de l'huile sur le feu constamment afin de nuire à la cohésion nationale au Liban et afin aussi de menacer à chaque fois à la guerre civile. Donc si vous nous critiquez ou bien si vous allez loin dans la paix avec Israël ou dans les négociations directes, on est capable de lancer une guerre civile. Et c'est ça le danger. Éric Danon, on a l'impression d'un déphasage quand même entre les informations telles qu'on les entend, là, par exemple, qui nous viennent du terrain, et la politique qu'a suivie et que continuent de suivre d'ailleurs les autorités françaises, notamment au Liban. Oui, vous avez un décalage qui vient d'abord d'une difficulté à appréhender la situation au Moyen-Orient, on pourrait dire depuis la guerre, depuis les 2 derniers mois, mais en réalité depuis le 7 octobre. Et notamment de ne pas comprendre le traumatisme du 7 octobre en Israël et les 2 conséquences stratégiques en 2 phases différentes suivies par Netanyahou. Premier stade, vous vous souvenez qu'avant le 7 octobre, lorsqu'il y avait une roquette du Hezbollah qui tombait au Liban, il y avait une réplique. Et puis la même chose d'ailleurs que le Hamas, quand vous aviez une roquette qui tombait depuis Gaza, vous aviez la réplique. Après le 7 octobre, ça change, parce qu'il s'agit de refaire une dissuasion. C'est-à-dire que lorsque vous êtes attaqué, vous répondez 10 fois ou 100 fois plus fort, pour que l'autre voit bien qu'il faut qu'il arrête d'attaquer. Ce qui n'a d'ailleurs pas vraiment fonctionné, mais ce qui a entraîné évidemment un désastre humanitaire en retour, pourrait-on dire, sur les populations, aussi bien au Liban que dans la bande de Gaza. Et maintenant, vous êtes dans autre chose. Justement parce que ça ne s'est pas arrêté de la part du Hezbollah et du Hamas, vous êtes dans la guerre préventive. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte, non pas que vous soyez dissuadés alors que vous avez vos armements et votre arsenal militaire. Nous allons vous détruire cet arsenal militaire pour que vous ne puissiez plus attaquer. Donc on est encore dans une autre phase. Or, les autorités françaises n'ont pas compris ces 2 phases de la stratégie israélienne. Elles ont donc critiqué, évidemment, le désastre qu'elles voyaient, comme tout le monde, à la télévision. La deuxième chose, c'est la frustration des autorités françaises devant le fait qu'ils ne sont plus dans le grand jeu. Ils ne sont plus dans le jeu de la guerre et de la paix. Ils font de l'humanitaire, des conférences, des choses comme ça, mais les acteurs sur le terrain, c'est plus la France. Alors peut-être que c'est très bien. Encore une fois, ni j'approuve ou désapprouve la politique de Netanyahou telle que je viens de la décrire, ni j'approuve ou ne désapprouve ce qu'en font les autorités françaises. Je constate du côté français une frustration grandissante de sortir du jeu dès que le hard power, c'est-à-dire lorsque les armes parlent, bien, la France ne peut plus rien faire. Alors elle va faire des conférences, elle va monter des réunions, elle va assurer tout le monde de son bon vouloir, demander des cessez-le-feu, comme si demander un cessez-le-feu alors qu'une guerre commence a du sens en termes de géopolitique. Et donc elle se décrédibilise lentement, elle sort du jeu, et vous avez une frustration terrible, là, qui vient d'arriver, dans le seul fait que le début de négociations, en fait, le cadrage des négociations à Washington entre Israël et le Liban se soit fait sans la France. Et là, c'est l'humiliation suprême. La conséquence de ça, c'est qu'évidemment,
les autorités françaises vont se déchaîner contre Israël, évidemment. Mais ce sera de la frustration et pas de la géopolitique. Alors, on voit le décrochage de la France est en partie dû à ce que Zinari Ribois disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'incapacité des Occidentaux à comprendre ce qui est en train de changer, y compris dans les opinions publiques arabes au Moyen-Orient. Et on va revenir là-dessus dans une seconde. Pierre Ramon, vous êtes au Grand Continent, vous êtes le spécialiste c'est vous qui traitez le dossier iranien, je l'ai dit tout à l'heure, et donc le dossier de la guerre actuelle. Et le Grand Continent, par contre, a pris quand même pour position de dénoncer l'impérialisme américain dans cette guerre. C'est la... Alors, c'est pas. Moi, j'aimerais rebondir d'abord pour commencer sur une chose que vous disiez et poursuivre le propos de Oui. l'ambassadeur sur le. Parce que parmi les choses qui sont difficiles à comprendre dans ce qui se déroule, il y a notamment la combinaison d'une guerre de bombardement, puis d'un cessez-le-feu et de négociations qui se font en parallèle. Et ça, c'est un petit peu perturbant. Sauf que j'aimerais dire deux choses à ce sujet, parce que mon sujet d'étude, c'est surtout les négociations sur le nucléaire iranien qui sont un des éléments à prendre en compte. C'est que les négociations, d'une part, certes, n'ont pas abouti lors de la première rencontre à Islamabad, mais en fait, à aucun moment de l'histoire des négociations nucléaires, qui se sont déroulées sur une vingtaine d'années en tout, il y a eu, disons, des négociations qui ont abouti dans un temps aussi rapide. Même à des moments où la volonté politique iranienne et états-unienne était convergente. Par exemple, quand Hassan Rouhani est élu et que Barack Obama souhaite négocier, il a fallu même après cela plusieurs mois pour un accord préliminaire, et après plusieurs années pour signer un accord définitif, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien en juillet 2015. Et d'autre part, les négociations se sont aussi toujours tenues dans des contextes par ailleurs conflictuels. Par exemple, notamment, quand George W. Bush décide de lancer les négociations de façon secrète à la fin de son second mandat, c'est aussi un moment où les sanctions internationales contre l'Iran sont les plus fortes et où les tensions avec l'administration de Mahmoud Ahmadinejad sur la fin sont les plus fortes. Donc, en quelque sorte, cette situation qui peut sembler paradoxale est en fait peut être compréhensible au regard de l'histoire du nucléaire iranien. Et Mais aujourd'hui, vous faites partie quand même de ceux qui pensent que les Américains ont fait cette guerre pour imposer un dessein impérialiste au Moyen-Orient. je ne sais pas si c'est une position, en tout cas, nous, ce qu'on a fait surtout au Grand Continent, c'est qu'on a essayé de publier un observatoire de la bataille d'Ormuz qui documente, disons, le nombre de bateaux qui passent tous les jours, essayer plutôt de repérer. Et en effet, dans la multitude de commentaires qui existent, des faits certains sur lesquels on peut s'appuyer, c'est-à-dire, par exemple, combien de bateaux passent chaque jour dans le détroit d'Ormuz, quels sont le nombre de missiles qui sont tirés, sur quel lieu ils sont tirés, mais on n'essaye pas de condamner, de prendre position ou de définir une stratégie, ou même d'en proposer une autre. D'accord. Alors je voudrais revenir sur ces négociations justement. Zineb Ribois, vous avez vu comme nous tous les négociations telles qu'elles se sont déroulées, telles qu'elles ont été avortées à Islamabad. Il a été beaucoup dit que dans les commentaires que en fait les Iraniens avaient tenu leur position, où et que les Américains s'étaient pris les pieds un peu dans le tapis des négociations. C'est pas tout à fait votre point de vue. Ce que vous dites, c'est que parmi les choses que vous dites, il y a cette idée que les Américains en fait ont piégé, ont retourné contre les Iraniens leur doctrine militaire en mosaïque, c'est-à-dire que ils ont fracturé le commandement iranien. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça? Tout à fait. Je pense qu'en fait, les Iraniens, ça fait des années, à chaque fois qu'on leur demande que Washington
demandent de négocier, ils font semblant de vouloir et après non, ils n'arrivent pas en fait à se dire attention, en fait, on n'a pas assez de temps, on doit avoir une sorte de négociation en cours avec les Américains. Et du coup, Trump, c'est quelqu'un qui est vraiment impatient. Et je pense que c'est ce que cette opération a révélé, c'est que en fait, là, maintenant, les Iraniens ont vraiment trois vulnérabilités. La première, vraiment, c'est la limite de leur doctrine, notamment mosaïque, parce qu'elle est sous pression prolongée. Cette doctrine avait résolu le problème que Saddam n'avait pas pu résoudre. C'était en empêchant la décapitation de produire un effondrement immédiat. Mais ce que cette doctrine n'a pas vraiment résolu, c'est celui de l'attrition. Le cessez-le-feu, maintenant, qui est intervenu, eh bien, il est intervenu à un moment de faiblesse iranienne. Mais Et c'est la pression. il faut expliquer un peu ce que c'est que la mosaïque. C'est-à-dire que c'est un commandement étalé en un certain nombre de commandements décentralisés, c'est ça? Oui, c'est-à-dire à travers des commandements provinciaux avec des branches fonctionnelles, marine, aviation, corps des missiles, cyber et renseignement. Et chaque branche en elle-même a une accumulation distincte de ce que j'appellerais des tuiles avec leur propre chaîne et de commandement. Et ce qu'ont fait les Américains et aussi les Israéliens, c'est le démantèlement successifs tout en supprimant le leadership central. Ce qui fait que le système a été affaibli dans deux directions à la fois, sans qu'une ne récompense l'autre. Et ça, c'est, je pense, très important, surtout que, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais aussi ce matin, on a dit qu'il y a aussi cette opération Economic Fury, c'est-à-dire ils vont aussi partir vers cette vulnérabilité qui est financière et qui est beaucoup plus immédiatement exposée. Parce que la capacité des gardiens de la Révolution à soutenir des opérations et à contourner les sanctions a toujours reposé sur le Hezbollah et les réseaux des proxys qui ont fait circuler l'argent. Mais ce système aussi a été dégradé. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant parce que maintenant on parle d'un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu, c'est avec Washington qui a toutes les cartes en main. Mais alors, le résultat de cette stratégie, c'est que, en fait, ce à quoi on a assisté à Islamabad, c'est que les Iraniens sont arrivés en nombre. Il y avait je crois, près de 70 personnes à la délégation iranienne, il me semble, dont une bonne partie était chargée de la communication. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce que, en fait, étant donné que l'Iran est aujourd'hui dirigé par des morceaux de cette mosaïque, la confiance entre eux n'est pas flagrante et est-ce que les différents dirigeants de l'Iran ne se méfient pas les uns des autres? Est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles ils étaient si nombreux à venir aux négociations? Zineb Ribois. Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Et en fait, il y a un gros problème avec, par exemple, le président qui a dit attention, on va pas frapper nos amis du Golfe. Et 5 minutes après, on voit les frappes qui vont vers le Koweït, le Qatar. Et donc oui, je pense qu'il y a une vraie fracture. Et ça, c'est, je pense, très important parce que avoir une domination militaire, c'est très bien, une asphyxie financière, c'est très bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Téhéran est aujourd'hui très isolé du monde arabe. Et je pense que ça affecte beaucoup plus aussi leur opération, mais aussi je dirais leur mentalité. Parce que être isolé d'Israël et des États-Unis, ça a toujours été un très bon environnement pour eux. Mais je pense qu'ils ont vraiment conscience qu'après cette opération, les choses vont vraiment, vraiment changer. Je vais donner la parole tout de suite à Pierre Rabond, mais je profite une seconde de vous parce que vous devez partir assez vite. Ce que vous dites éclaire la mécanique de ce qu'on a vu, la mise en scène qu'on a vue à Islamabad. Les poignées de main, par exemple, les poignées de main de Vance, des officiels américains, avec le chef de la délégation iranienne, Ghalibaf. La manière dont Ghalibaf s'est assis face à Vance pendant 21 heures. Ghalibaf qui passait pour un radical, le seul fait d'avoir comme ça serré la main à Vance fait qu'ensuite
quelques heures après l'échec des pourparlers, le commandant en chef du corps des gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi, a déclaré publiquement que Galibaf avait presque trahi l'Iran en serrant la main à ceux qui avaient tué le guide suprême. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est dans quelle mesure ces négociations éclairs et qui ont avorté n'étaient pas un piège ou une mise en scène, en tout cas, tendue par les Américains aux dirigeants iraniens pour accroître les divisions intérieures. Est-ce que je vais trop loin ou est-ce que ça tient plus ou moins la route? En fait, je pense qu'il est un peu je pense qu'il est très tôt de C'est dire, trop si tôt, c'était un oui. piège ou pas. Mais ce que je pense personnellement, c'est que, Trump a été très clair. Il veut un régime avec lequel il veut parler. Un régime qui abandonne, fondamentalement son identité institutionnelle, qui repose sur la production perpétuelle d'une énergie idéologique. Et ça, c'est une très grande demande. Mais ce qui est important à dire, c'est que, en fait, je pense que la République islamique pense qu'ils ont le temps, que s'ils survivent, que s'ils arrivent à avoir un peu plus de temps pour les négociations, que ça va très bien marcher. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont sous pression militaire tout en étant sous une pression politique pour les négociations. Et ça, je pense, ça limite drastiquement leur capacité à gérer domestiquement leurs affaires, mais aussi ils sont dans une position de faiblesse. Dire que c'est un piège, je pense qu'en fait ça a toujours été l'objectif, de faire en sorte qu'ils parviennent à une résolution avec les Américains, mais surtout avec Trump. Je pense que Trump, en allant vers la décapitation de Khamenei, ça a été, je pense, un très grand geste pour justement dire que les États-Unis ne reconnaissent pas la République islamique Mhm, autant que telle. mhm. Pierre Ramand? Oui, je voulais rebondir sur la question des divisions internes de la délégation iranienne, parce que c'est en effet une hypothèse qui est difficile à prouver pour l'État Oui. actuel, mais ce qui est certain, c'est que tout au long des négociations précédentes, il y a toujours eu cette division interne, à la fois au sein de la République islamique, mais aussi au sein des délégations qu'ils envoyaient lors des négociations, entre des personnes plutôt favorables aux négociations. Par exemple, le plus célèbre d'entre eux, c'est Mohamed Javad Zarif, qui était le ministre des Affaires étrangères. Mais au sein même des délégations, il y avait toujours des représentants des gardiens de la Révolution qui surveillaient en quelque sorte en permanence ce que disait le ministre, issu de la partie, disons, du gouvernement et donc de la partie élective de la République islamique, pour vérifier qu'il ne fasse pas de concessions trop importantes aux Occidentaux, aux Russes et aux Chinois dans le cadre des négociations multilatérales. Et donc, ça, c'était pendant les négociations, mais aussi en interne, il y a toujours eu des divisions importantes entre ceux qui étaient plutôt favorables à des ouvertures et ceux qui étaient plutôt favorables à des fermetures, comme notamment Larijani, par exemple, qui a Oui. été récemment tué, qui était un des premiers négociateurs, et Saïd Jalili, qui, lui, est, disons, une des autres personnages importants, sous Ahmadinejad, qui était très hostile aux négociations. Donc, en quelque sorte, ces divisions existent toujours et se sont encore plus manifestées, comme vous le mentionnez à propos de Ghalibaf, au fait que quand les Américains ont déclaré qu'ils étaient en train de négocier avec lui, au tout début, il a commencé par nier, avant que finalement ce soit effectivement lui le chef de la délégation. Donc on sent qu'il y a quand même des tensions internes importantes sur le positionnement et la manière de présenter en tout cas les négociations. Toutefois, je trouve que, alors sur l'hypothèse du piège, je pense qu'il faudrait quand même dire que pour les Iraniens, il y a un problème fondamental dans leur système politique, qui est qu'ils n'ont pas de légitimité internationale avérée. C'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de relations diplomatiques au plus haut niveau avec la plupart des très grandes puissances. Et donc, pour une délégation iranienne, le fait de rencontrer aussi rapidement le vice-président des États-Unis, ce qui n'était pas arrivé depuis 1979, c'est en quelque sorte aussi une forme de succès diplomatique. Ça veut dire que l'interlocuteur du président du Parlement iranien ou de la délégation, c'est le vice-président de la première puissance du monde. Et ça, en fait, c'est quand même une forme, disons, de reconnaissance de l'importance des négociations
qui est très importante et surtout sans précédent dans la phase des dernières décennies. Ouais, et Yann, vous pensez que c'est une victoire diplomatique, là, une rencontre à ce niveau de... C'est une victoire, mais il faudrait savoir pour qui. À ce moment-là, c'est pour les deux. Moi, par habitude, je dirais, après 35 ans de métier, les rencontres pour aller vers la paix sont toujours un succès quand elles démarrent. Le seul fait qu'elles démarrent Oui. est en soi un succès. De la même façon que la rencontre à Washington entre Israéliens et Libanais est en soi un succès du seul fait que cette rencontre s'est tenue. Après, on verra pour la suite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que à Islamabad, ça montre une volonté quand même d'aller des deux côtés vers la fin du conflit. Je ne dis pas la paix, parce que la paix, c'est très compliqué, ça demande... Non. Mais au moins l'arrêt de la guerre. Et l'arrêt de la guerre n'est pas la paix. Mais je trouve que ça, c'est... tout le monde a dit, c'est un échec parce qu'il n'y a pas eu de résultat concret et que Vance est parti avec rien. Je ne crois pas du tout à cela. Je crois que c'est normal que dans un temps aussi court, 21 heures, c'est rien du tout, eh bien, c'est normal de repartir avec rien. Mhm. L'important, c'est qu'on ne ferme pas la porte au round suivant. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire, vous vous souvenez par exemple, tout le monde se souvient, je crois, de l'humiliation du président Zelensky la première fois qu'il Oui. est dans le bureau ovale. Bien sûr. Bon, et il comprend rien de ce qui se passe, parce que Vance lui dit, en gros, si vous voulez notre appui, il va falloir payer. Parce qu'en gros, vous n'êtes pas dans notre empire, donc ça ne nous intéresse pas. Aller voir les Russes, c'est pas notre problème. Et Zelensky est totalement stupéfait par ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient 3 jours après et il dit d'accord. Donc, on voit que la rupture d'une réunion de ce type à Islamabad, n'entraîne pas la fin du dialogue. Au contraire, elle pose le dialogue parce qu'en arrêtant sans aucun résultat, ça montre que personne n'a fait de concession. Et donc, tout le monde peut repartir, la tête haute. Vance dit, bon, moi j'ai présenté mon plan, ils n'en veulent pas. Les Iraniens ont dit, nous on a tenu bon dans la défense du peuple iranien, et chacun rentre chez soi. Et puis on attend la prochaine séquence. Ce qui est intéressant, alors après d'un point de vue purement diplomatique, c'est que Islamabad s'est tenu alors que les Iraniens posaient une condition, qui était qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu au Liban, il a été transformé en une rencontre entre Israéliens et Libanais. Rencontre qui s'est très bien passée, semble-t-il. Et donc, maintenant, la question c'est, qu'est-ce que les Iraniens vont mettre comme condition à la seconde rencontre d'Islamabad? Probablement encore un cessez-le-feu. Je ne serais pas étonné que cette fois-ci, Trump impose d'une certaine façon un cessez-le-feu au Liban, le temps que Islamabad 2, que le deuxième round se tienne. On est dans de la diplomatie, je dirais, classique, entre ennemis farouches. C'est-à-dire que c'est un peu tordu, mais c'est un peu tordu parce qu'ils ne se parlent pas depuis très longtemps. Il faut qu'ils retrouvent une manière de se parler ensemble. Alors, je vais donner la parole à Maya Khadra, mais comme Zeynep Riboua doit partir dans 5 minutes, je voudrais poser une dernière question. Zeynep Riboua, ce que vous dites, c'est que ces négociations, en fait, elles se font avec un gouvernement iranien qui a accumulé les erreurs stratégiques, hein. Vous en citez plusieurs. Vous venez de parler du temps. Le rythme des négociations aussi, de la stratégie des gardiens de la révolution,
a toujours consisté à contrôler le rythme de l'escalade vis-à-vis de ses adversaires, à doser la pression, mais avec quelqu'un d'aussi imprévisible que Trump, c'est pratiquement impossible. Et enfin, vous parlez de la guerre de l'information qui a été victorieuse pour le Hamas après le 7 octobre. Clairement, la stratégie qui consistait à perdre sur le terrain, mais à gagner la guerre dans les esprits au niveau international. Cette stratégie marche beaucoup moins, voire pas du tout, quand l'Iran est obligé de se battre, enfin, quand les gardiens de la révolution sont obligés de se battre sur leur territoire. Oui, oui, en fait, je pense que la question, en fait, de l'information est très importante parce que la guerre, de l'information, les opérations psychologiques figurent vraiment parmi les fonctions premières de l'État iranien. Je pense que l'établissement clérical a vraiment œuvré avec une sophistication considérable pour façonner la manière dont les populations, du monde musulman, perçoivent la puissance américaine et la politique israélienne et les impératifs de la solidarité musulmane. Mais je pense qu'en fait, l'opération Épicurée était vouée dès le départ à mettre cette hypothèse à l'œuvre, c'est-à-dire que la riposte de Téhéran ne fut conçue comme étant purement militaire. Et donc, le régime, en fait, voulait vraiment des images du Caire et de Casablanca envahies par des foules, scandant des slogans en faveur de la résistance. En fait, il voulait que le spectacle de la solidarité musulmane inonde les écrans de télévision occidentaux et surtout qu'entraîne un président américain à l'hésitation. Mais cela n'a pas marché. Et donc, je pense que ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'en fait, ils n'ont plus cette légitimité, non pas seulement domestique, mais aussi au niveau régional. Et ça, c'est très important parce que le Golfe c'est vraiment un levier que les pays du Golfe vont saisir. Oui, c'est ça. Et donc, oui, je pense Au niveau régional, l'enjeu, c'est ça, c'est à terme une sorte de... L'enjeu, c'est un renforcement des accords d'Abraham et un affaiblissement de l'Iran, c'est-à-dire le contraire de ce qui avait été mis en place, de ce pourquoi le 7 octobre a été lancé. Oui, exactement. Ça paraît vraiment bizarre de le dire, mais ils ont en fait répété les mêmes erreurs du Hamas. Ils ont pensé qu'en fait, en faisant cette guerre aussi psychologique et de l'information, que ça va les aider. Mais en fait, ça a provoqué non seulement l'effet inverse par rapport aux pays du monde arabe, mais je pense qu'en fait, ils ont aussi, ils n'ont pas vraiment compris leur situation militaire. Ils ne sont pas en position de force lorsqu'il s'agit de ce qu'ils ont fait au détroit d'Ormuz. Parce que le détroit d'Ormuz, ce n'est pas qu'une mauvaise option pour eux, mais c'est aussi une mauvaise option pour la Chine. La Chine a vraiment besoin de ce détroit aussi. Elle a besoin du pétrole, mais aussi des fertilizers et d'autres produits qui sont importants pour l'agriculture. Et ça, je pense, ça les a aussi mis dans le pétrin. Éric Danon et ensuite Maya Kadra. Juste très, très rapidement, je suis d'accord avec tout ça, mais il faut ajouter une chose clé. L'Iran a fait une erreur colossale en attaquant les pétromonarchies du Golfe. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et ces pétromonarchies ont besoin de stabilité. Elles vivent sur un monde un peu idéal où ils vendent leur pétrole et où tout va bien. D'un coup, ils se font attaquer par l'Iran. C'est juste inacceptable pour eux. Et ajouter à cela une vieille rivalité, j'allais dire, entre chiites et sunnites. Et vous voyez que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et même la Turquie ne pouvaient pas admettre les attaques de l'Iran contre les autres pays arabes. C'est la première erreur stratégique. La deuxième erreur stratégique, c'est d'avoir envoyé le Hezbollah à attaquer, par solidarité ou sur ordre, Israël. Et je veux dire, si le Hezbollah n'avait pas bougé, vous auriez actuellement au Liban une situation à peu près convenable, stabilisée. Mais non, le Hezbollah a attaqué parce que c'est directement le bras armé local de l'Iran. Eh bien, il subit les conséquences de cela
Et malheureusement, comme dans toute guerre, la population subit aussi énormément. Oui. Pauvre peuple libanais, si l'on peut le dire, dans cette affaire. Les conséquences aujourd'hui des guerres du Proche-Orient dépassent la géopolitique en ce qu'elles font souffrir énormément de populations dites civiles, qui sont plus ou moins pour les uns pour les autres, mais bon, qui ne sont pas des combattants directs. Voilà. Et voilà pour les conséquences et surtout les erreurs iraniennes clés. Et maintenant, je ne dirais pas que la fin est programmée, on en parlera dans une autre partie de l'émission, mais on voit bien où on va, et contrairement à tout ce que vous avez montré des politiques occidentaux en tout début de l'émission, il y a une stratégie. Et oui. Et c'est pas parce que les commentateurs soit ne la voient pas, soit sont obnubilés par leur anti-américanisme, soit sont frustrés de ne pas être dans le jeu, qu'il n'y a pas de stratégie. Il y en a une, elle est en train d'être déroulée et elle modifie profondément, regardez sur les 2 dernières années, les 3 dernières années, elle modifie complètement le Proche et le Moyen-Orient. Ça m'étonne toujours de voir autant de frustration occidentale devant le fait que l'action se passe sans eux et loin d'eux. Mais c'est comme ça. Ils ne veulent pas s'impliquer. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Kadra, pour revenir sur le Liban, on a le sentiment aujourd'hui que le Liban est presque la dernière carte que l'Iran essaie de jouer dans le conflit, par l'intermédiaire du Hezbollah et des pressions dont on vient de parler sur le gouvernement libanais. Exactement, parce que tout simplement, le Hezbollah est considéré comme le joyau de la couronne de la République islamique d'Iran. On a très bien vu que les milices irakiennes ont été considérablement affaiblies. Les frappes américaines n'ont pas cessé sur plusieurs de ces milices, dont Al-Hashd al-Sha'bi. Les bombardements contre les Houthis aussi étaient très intenses, notamment l'année dernière, donc en 2025. Et je rappelle cette frappe phénoménale sur le port de Hodeïda au Yémen. Et ça explique en fait en partie aussi pourquoi les Iraniens n'ont pas pu bloquer aussi le détroit de Bab el-Mandeb et la navigation en mer Rouge. C'est justement parce que les Houthis n'ont pas les mêmes leviers de pression militaire qu'avant. Reste dans tout ce paysage d'influence iranienne le Liban, le Hezbollah, sachant que la Syrie est tombée entre les mains des ennemis de la République islamique d'Iran. Jolani, il est férocement opposé donc à la République islamique d'Iran. Il s'est battu contre les factions iraniennes, contre les gardiens de la révolution, aussi bien que contre les régimes aussi. Donc le Hezbollah, c'était vraiment le dernier proxy, la dernière milice qui est restée, je dirais fidèle, évidemment, mais aussi forte. Forte parce que l'organisation du Hezbollah dépasse le territoire libanais. Donc déjà, idéologiquement, ils sont viscéralement liés à la République islamique d'Iran. Ils reçoivent leur commandement de là-bas. D'ailleurs, depuis la signature du cessez-le-feu en septembre 2024 entre le Liban et Israël, ceux qui prenaient vraiment les décisions sur le terrain et qui réorganisaient et redéployaient les troupes du Hezbollah un peu dans le sud ou bien dans la plaine de la Beka, c'était les gardiens de la révolution directement. Mais le Hezbollah également est lié à des réseaux de financement internationaux. C'est Mathieu Levitt, le chercheur au Washington Institute, qui en a parlé le mieux dans Hezbollah, The Global Footprint of Lebanon's Quds Party, où il détaille vraiment tous ces réseaux très bien organisés à travers l'Afrique, à travers l'Amérique du Sud, évidemment. Oui. Voilà, Le Venezuela. l'Amérique latine, le bastion Venezuela est tombé, mais il y a encore la Colombie, il y a le Mexique aussi. Le Hezbollah a bien traité avec la mafia italienne, la 'Ndrangheta, aussi pour le trafic de drogue. Donc on voit très bien que si idéologiquement le Hezbollah s'est longtemps nourri de l'idéologie khoméniste, le Hezbollah a su développer un système économique parallèle, autonome aussi, d'autofinancement, qui là dernièrement a été aussi épinglé par le Trésor américain parce qu'il passe par les crypto-monnaies. C'est beaucoup plus difficilement traçable et c'est comme ça qu'ils ont pu
relativement rebondir parce que même côté israélien, ils ne s'attendaient pas à ce que le Hezbollah puisse tirer autant de missiles et de roquettes à partir du sud du Liban. Évidemment que la situation elle est maîtrisée, il y a une supériorité militaire israélienne, mais le Hezbollah a pu quand même rebondir. Et c'est pour cela que les choses sont compliquées au Liban. Parce qu'en fait, le Hezbollah, non seulement il a maintenu les armes, il maintient une influence, il maintient aussi une capacité d'intimidation dont on a parlé en début d'émission, Marc, sur les politiques, sur la société civile, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un point de rupture qui a commencé au niveau même de la société, donc de bas en haut. C'est le peuple à plus de 2 tiers qui a rejeté le Hezbollah. Il y a un sondage qui a été publié par L'Orient le Jour après le 7 octobre, quand le Hezbollah a lancé voilà, sa guerre de soutien à Gaza, disant que 72% du peuple libanais rejetait la guerre. Donc vous voyez, c'est vraiment, on a un point de rupture au niveau même de la perception du Hezbollah au sein même de la société libanaise. Ce qui reste de son influence, c'est ce que certains au Liban appellent aujourd'hui l'État profond, c'est-à-dire les institutions, la Sûreté générale, l'armée libanaise, certains hauts fonctionnaires ou même les dynamiques internes au sein même du Parlement libanais. Donc il y a un certain, excusez-moi l'anglicisme, mais mindset qui est aussi à briser, qui a été brisé au niveau du bon sens populaire, mais qui au niveau des politiques aussi, il tarde à arriver. On a vraiment une opposition très clairement définie et un bloc qui va de ceux qui n'ont pas une position très claire vis-à-vis du Hezbollah et ceux qui appuient l'action du Hezbollah, à savoir les alliés du Hezbollah, que ce soit du mouvement Amal, qui est un mouvement chiite, du CPL, le courant patriotique libre, qui est une mouvance chrétienne là qui est de plus en plus minoritaire, qui a dans le temps apporté son soutien au Hezbollah, et quelques voilà, députés indépendants. Vous voyez? Donc il y a des dynamiques internes assez compliquées. Pierre Armand. Oui, je voulais revenir sur les éléments, enfin, ce que vous disiez à propos des populations civiles et du fait qu'elles sont pas sur les premières victimes de cette guerre qui se développe. Et je tiens aussi à rappeler, parce qu'on a parlé des objectifs de guerre, quand même initialement, et je pense que c'est quand même là, sinon une erreur, du moins une évolution du discours américain qui est très importante. Au départ, la guerre que Donald Trump a menée en Iran était censée être une guerre de libération de la population iranienne et de changement de régime. En tout cas, ça se discute. Ça. alors, C'est de mise en place de la possibilité d'un changement Oui, de il y a régime de plusieurs- la population. Il a toujours fait très attention à ne jamais parler de changement de régime, justement. alors, disons que le 8 et 9 janvier, quand il y a eu le pic de massacre par le régime iranien Ouais. en Iran, Donald Trump a quand même déclaré sur ses Oui. réseaux sociaux, sortez dans la rue, prenez les postes de Oui. commandement, Oui. l'aide arrive. Oui. Et les Iraniens qui n'avaient pas accès à Internet, enfin qui n'avaient pas, Internet étant coupé en Iran à ce moment-là, les Iraniens ne pouvaient pas communiquer entre eux, mais avaient accès aux réseaux internationaux et notamment aux réseaux sociaux du président américain. Ils ont donc lu un message du président de la première puissance mondiale disant qu'il allait venir à leur secours, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, ce qui aboutit pendant entre 10 000 et 30 000 morts pendant les répressions massives et les massacres qui ont été commis par la République islamique. Mais c'est quand même disons, une chose qui a été déclarée qui n'a pas été faite. Et ensuite, ça a quand même été... au départ, il y a eu la volonté de renverser les dirigeants et de transformer profondément la République islamique. Or, ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'amélioration, en tout cas démocratique, de la République islamique depuis le début de la guerre. Et même les dirigeants qui ont été tués ont été remplacés par des dirigeants qui sont sinon similaires, du moins encore pires que ceux qui existaient précédemment. Si on prend par exemple... Mohamed Raïbov, c'est un ancien gardien de la Révolution qui est certes aujourd'hui président du Parlement, mais qui a quand même fait toute sa carrière dans les forces des gardiens de la Révolution, des forces de police également, avant d'être maire de Téhéran. Zolkadr, qui est le dirigeant du Conseil suprême de sécurité nationale, qui a remplacé Ali Larijani, c'est également quelqu'un qui a eu toute sa carrière dans le service sécuritaire, alors que Ali Larijani avait également une expérience de négociation avec les puissances occidentales, notamment entre 2003 et 2005, entre 2005 et 2007, je veux dire, lors des négociations nucléaires avec les Européens. Et si on prend encore le nouveau chef des gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi, c'est quelqu'un qui non seulement fait partie des gardiens, mais
était avant le chef des services de renseignement des gardiens de la Révolution, et donc disons de la branche la plus sécuritaire et la plus oppressive de la population Oui. du système. Donc, je dirais, il n'y a pas une amélioration, en tout cas du personnel politique, à la suite de la guerre que les États-Unis sont en train de mener. Ce qui aboutit à, disons, une répression encore existante et aucun allègement des contraintes qui pèsent sur la population iranienne. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de dire. Maë Kadra, ensuite Éric Danon. Je suis entièrement d'accord avec le fait que ce sont des figures plus radicalisées qui ont remplacé Larijani, qui ont remplacé plein d'autres aussi cadres éliminés. Mais le fait de parler de durcissement des cadres ne s'accompagne pas forcément d'une capacité de gestion des affaires comme les prédécesseurs. Justement, là, on est face à des profils qui sont jusqu'au boutistes, mais pas peut-être les mieux placés pour négocier, pas les mieux placés pour convaincre le peuple iranien aussi, pas les mieux placés aussi à gérer donc le discours même politique. On voit très bien qu'il y a un affaiblissement au niveau de ce discours. Avant, les Iraniens étaient très connus pour être futés, pour avoir de la malice, surtout sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, on voit que leur talent, c'est juste de faire des vidéos parodiques de Trump avec la musique de Desireless. Je suis désolée. Mais on voit que malgré ce durcissement, en effet, dû à la stratégie mosaïque de remplacement des cadres perpétuels, on a un affaiblissement au niveau des compétences politiques. Voilà, c'est Éric Danon. Oui, je crois que c'est tout à fait juste. Contrairement à ce que clame Trump, il n'y a pas de changement de régime. C'est le même régime avec des gens différents et qui sont d'une qualité et d'une capacité sans doute moindre à interagir avec le monde extérieur. On verra bien ce que ça donne. C'est à la fois un avantage et un inconvénient pour les négociateurs américains. Mais c'est vrai qu'il y a une perte de qualité de la personne. Enfin, moi, j'ai négocié avec Larijani, avec Araghchi, avec Zarif. C'était des gens, c'est des vrais négociateurs. C'est pas les Iraniens qui ont inventé le jeu d'échecs, c'est les Indiens, mais c'est les Iraniens qui l'ont développé. Et c'était vraiment des négociateurs de très très bonne qualité. C'est sans doute pas la situation d'aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a un énorme affaiblissement quand même du régime. C'est un régime qui a perdu l'essentiel de ses capacités nucléaires, balistiques, etc. Et surtout, qui perd son soutien dans le monde. Vous n'avez aucun allié, aucun pays ne se dit l'allié de l'Iran, cette affaire. Alors vous avez la Russie et la Chine qui soutiennent par derrière. Mais personne n'a dit « je suis l'allié de l'Iran ». Ils sont très isolés et ils se rendent compte, je pense, de cet isolement. Ils jouent leur va-tout à travers l'arme économique, puisqu'ils ont perdu, en réalité, la carte militaire. Donc, à travers le détroit d'Ormuz, le pétrole, ils jouent la carte économique. À mon avis, mais sans faire de boule de cristal, ils vont perdre aussi cette carte-là, parce qu'ils auront tout le monde contre eux. Parce que dire que un canal ou un détroit naturel ne peut pas être traversé sans un péage ou une autorisation, c'est quelque chose où réellement tous les pays du monde sont contre. Et donc, ils jouent une carte qui est perdue d'avance. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que là où c'est bien joué, alors que les choses soient claires, je déteste Trump, il n'y a aucun problème. Quand il suffit de l'entendre parler des femmes, des homosexuels, des Mexicains, de l'étranger en général, c'est pas une question de valeur. On s'en fiche. L'important, c'est ce qu'il fait stratégiquement. Or, stratégiquement, le coup, là, sur le détroit d'Ormuz, qui est en fait très bien joué. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas lui qui bloque le détroit d'Ormuz. Lui, il fait un blocage de quoi ? Des bateaux qui vont et viennent vers les ports iraniens. Si vous avez un bateau qui part d'un port des Émirats arabes unis pour exporter son pétrole, c'est pas Trump qui l'arrête, c'est les Iraniens. Et donc, quand vous voyez, encore une question de représentation dans les médias français disent, pour beaucoup, j'ai des unes, ils disent
Trump impose le blocus du détroit d'Ormuz. C'est complètement fou. Ce sont les Iraniens qui, en réponse à l'étranglement posé par Trump des bateaux qui vont et viennent avec l'Iran, ce sont les Iraniens qui bloquent le détroit d'Ormuz. Et là, ils auront la terre entière contre eux, y compris les Chinois. Parce que les Chinois sont très embêtés, évidemment, dans cette affaire. C'est pas tant qu'ils soient embêtés par le pétrole lui-même. C'est vrai qu'ils sortent 80% du pétrole iranien, ce qui correspond pour eux à 10% du pétrole importé. S'ils les perdent, ça fait monter les prix, ils n'aiment pas ça, mais ils trouveront du pétrole sur le marché, comme tout le monde d'ailleurs va trouver du pétrole sur le marché. C'est juste plus cher. Mais le problème n'est pas là. C'est que la Chine est devenue le banquier de l'Iran. Elle a prêté depuis des années à l'Iran, engageant ce prêt, on est dans la zone 400 milliards de dollars quand même, engageant ce prêt sur le pétrole iranien. S'il n'y a plus de pétrole qui sort, le gage tombe, la créance chinoise sur l'Iran diminue drastiquement. Et ça, Pékin n'a aucune envie de le voir mis devant tout le monde. Je veux dire, parce qu'ils peuvent encaisser la perte financière, bien entendu. Mais c'est un échec d'une politique de long terme d'aide financière à l'Iran pour des motifs essentiellement politiques, c'est notre représentant ou notre porte-drapeau du Sud global contre l'Occident. Le Sud global, pour les auditeurs, il faut juste rappeler ce que c'est, parce que c'est une notion floue, c'est un tas de pays qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont de tailles différentes, d'économies différentes, de politiques différentes, de niveaux de développement différents, qui ont une chose en commun, et une seule entre eux, une volonté de ne plus voir l'Occident écrire l'histoire. Ils veulent écrire l'histoire à sa place. Il y en a assez que ce soit l'Occident. Et peut-être si on a le temps de développer la question de la perception de ce qui se passe au niveau français et sur la question même de la représentation de la question palestinienne par rapport à cette question du Sud global. En 2 mots, ce qui a changé dans le temps, et malheureusement aussi avec la politique israélienne, etc., et ce qui change dans le temps, c'est la notion du mal absolu en Occident. Si vous dézoomez jusque-là, le mal absolu n'est plus la Shoah ou la Deuxième Guerre mondiale. Le mal absolu, c'est le colonialisme. À cette aune-là, l'Occident est mal parti parce qu'il a fait une partie de sa richesse sur 450 ans de colonialisme. Bon. Mais ce colonialisme s'incarne dans la figure du Palestinien, qui a complètement changé. Dans l'esprit occidental, le Palestinien n'est plus cette personne qui se bat pour sa terre, ses oliviers, la maison de ses parents, etc. Non. Le Palestinien est devenu la figure emblématique de la lutte décoloniale contre l'Occident. Et comme elle ne peut pas s'incarner dans une personne, personne ne va s'identifier à Mahmoud Abbas ou à qui que ce soit, c'est le drapeau palestinien qui vaut cela. Et donc, en France, quand vous voyez des manifestations pro-palestiniennes, en réalité, ce n'est pas pour la Palestine, ça va à peine où ça se trouve pour la plupart d'entre eux. C'est une lutte contre l'Occident, ou plus exactement contre la mondialisation vécue comme une occidentalisation. Une occidentalisation. Et donc, on vous le sert à toutes les sauces. Absolument. Vous avez le drapeau partout. Et c'est ça qui brouille aussi la perception, qui biaise la perception lorsqu'on parle du conflit actuel. Oui, parce que c'est là, je vous donne la parole tout de suite. C'est ce que disait Sidney Bribois tout à l'heure, c'est-à-dire que ce retournement qui fait que l'impérialisme iranien se vend comme une lutte décoloniale contre l'Occident. C'est ça la grande conceptuelle, pourrait-on dire. Il y a un moment où la guerre montre les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Alors Pierre Ramon, vous voulez intervenir depuis tout à l'heure? Non, c'était un détail sur la question du détroit d'Ormuz et sur le fait que on a observé, mais on est passé à tout autre sujet, mais on est passé
comme vous le disiez très bien, les États-Unis dissuadent les conteneurs de sortir des ports iraniens, enfin, qui ont pour destination ou pour provenance les ports iraniens de traverser le détroit d'Ormuz. Et on a observé cette semaine déjà, en début de semaine, au moment où on enregistre l'émission, 7 ou 8 bateaux qui ont fait demi-tour justement parce qu'ils avaient pour destination ou pour provenance des ports iraniens. Et c'est ce qu'on essaye de documenter en traçant le trajet de chaque navire sur l'Observatoire de la bataille d'Ormuz qu'on a publié sur le Grand Slogan. On continue à observer un flux très très limité de bateaux, mais c'est intéressant de voir ceux qui font demi-tour justement parce qu'ils partent de ports iraniens. Et je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que moi j'ai un problème quand même avec l'idée que les dirigeants iraniens aujourd'hui seraient plus radicaux que ceux d'avant la guerre. Larijani est quand même le grand ordonnateur du massacre de 40 000 personnes en 2 jours, les 8 et 9 janvier dernier. Il y a quand même, dont certains ont été achevés sur des lits d'hôpitaux à l'arme blanche. Les exécutions, je veux dire, mettre ça simplement sur le dos d'une promesse non exécutée de Donald Trump me semble quand même un peu léger. Alors, peut-être que c'était effectivement de meilleurs négociateurs, ça c'est une chose, mais est-ce qu'ils étaient moins radicaux pour autant? Et j'ai un petit doute quand même sur le sujet. Il me semble qu'il y a un... Après, je pense qu'il y a Oui. un élément que j'aimerais dire, c'est Clairement. que, évidemment, c'est difficile de mesurer la radicalité d'un individu et de mesurer aussi l'atrocité d'un régime. Toutefois, il ne faudrait pas penser que la situation a atteint un point qui est le pire point de l'histoire et que ça ne pourra jamais être pire, parce que on peut tout à fait avoir des gens encore pires. Sûr, oui. On peut très bien avoir une famine en Iran, on peut très bien avoir plus d'électricité, vous savez, on peut très bien avoir des catastrophes globales. Et donc la situation, par exemple en Afghanistan, est bien pire encore que Non, mais celle certes. d'Iran. Donc en quelque sorte, c'est pas parce que la situation est catastrophique que le régime est sanguinaire, qu'il ne peut pas être encore plus sanguinaire Non, mais, et encore plus répressif. non, mais on est Et bien ça, d'accord. c'est évidemment tragique, mais Non, mais le pire n'est jamais à exclure. Non, mais je reviens sur ce que vous avez dit. Enfin, la séquence telle que vous l'avez déroulée tout à l'heure, c'est tout de même l'idée que la promesse non tenue de Trump a provoqué les massacres et que finalement l'élimination de gens qui étaient prêts à négocier a été remplacée à cause de la guerre par des gens qui sont plus radicaux. C'est quand même... Je dirais plutôt qu'il y a eu un moment de soutien également de l'intervention américaine en raison d'un espoir que cette intervention aboutirait à un renversement du régime, à un soulèvement de la population et à l'amélioration des conditions de vie de la population iranienne. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est et le régime terrible, et les bombardements, et toutes les conséquences négatives que ça peut avoir sur la population. Et pour l'instant, évidemment, l'avenir est radicalement incertain, on ne peut pas prédire l'avenir, mais la situation actuelle n'est pas du tout favorable à la population iranienne. Et d'ailleurs, des personnes qui avaient soutenu massivement au départ, probablement de très bonne foi, l'intervention, aujourd'hui sont revenus en partie sur leur position, parfois condamnent une partie de l'intervention américaine, parfois ont fait évoluer leur position compte tenu de la situation. Les États-Unis aussi, il y a évidemment les faits, il y a aussi les déclarations. C'est-à-dire qu'il y a eu des déclarations de soutien à la population iranienne de la part de l'administration américaine lors des manifestations, puis au début de la guerre. Puis il y a aussi eu quand même la déclaration de Donald Trump que s'il ne négociait pas, il allait, une civilisation entière allait disparaître cette nuit, c'était la semaine dernière. Et puis Texet a quand même dit qu'il allait faire retourner l'Iran à l'âge de pierre. Alors évidemment, on peut nuancer, mettre en contexte, penser que c'est de la stratégie de communication, mais les intentions, en tout cas dans la manière dont elles sont formulées, ont évolué dans le sens de un soutien à la population, à parfois des déclarations qui suggèrent la volonté plutôt d'affaiblir le pays dans son intégralité, et pas uniquement le régime. Éric Danon et Maya. Pour comprendre ce qui se passe et ne pas avoir l'esprit trop brouillé, il y a un point méthodologique clair. Il ne faut pas écouter ce que dit Donald Trump. Ah oui, ça c'est sûr. Si vous écoutez, à ce moment-là, le matin, il va vous dire une chose, le contraire le soir, parce que la stratégie n'est pas une stratégie de sens pour lui. La stratégie est d'être toujours au centre du système de communication. L'important, c'est qu'on parle de lui ou de ce qu'il a dit, et donc ce qui compte à ses yeux n'est pas autre chose que l'intensité de sa propre parole, de façon à ce que tous les journaux télévisés du monde ouvrent sur sa dernière déclaration.
il faut l'enlever. Et à ce moment-là, il reste les déclarations des autres et puis les faits eux-mêmes. Et à ce moment-là, seulement, on voit apparaître un début de cohérence, de stratégie, Exactement. etc. Aujourd'hui, où en est-il? Où en sont les États-Unis globalement? Mais si la guerre s'arrête, d'abord, pauvre peuple iranien, parce que là, la répression va être colossale. Deuxièmement, Trump ne peut pas dire qu'il a gagné. Il a besoin d'un trophée pour dire qu'il a gagné. Parce que de toute façon, il dit qu'il a gagné. Mais personne ne le croit lorsqu'il le dit. Donc il faut un événement symbolique pour que lorsqu'il dit j'ai gagné, ça soit crédible. Il n'a que 3 possibilités. Récupérer les matières nucléaires, les 450 kilos d'uranium, personne ne sait à peu près où ils sont, ou bien faire en sorte que le détroit d'Ormuz, ça se passe mieux d'une certaine façon qu'avant la guerre, c'est-à-dire qu'il ait remis en place ce qu'il fallait avec le blocus des ports iraniens, et, ou bien, troisièmement, un changement de régime. Le changement de régime, il dit le régime a changé. C'est une ânerie, bien sûr, encore une fois, le régime n'a pas changé, il a juste changé les personnes. Mais comment vous pouvez obtenir un changement de régime si vous n'avez pas la population qui se soulève contre ce régime? Pour que la population se soulève, il faut 3 choses. Historiquement, c'est vrai à chaque fois. La première chose, c'est qu'il faut un réseau de communication qui permet aux oppositions de s'unir pour monter les manifestations, pour monter les actions, etc. Donc, vous remarquerez que les Américains, via Starlink et d'autres systèmes, sont en train d'essayer de remettre en place un réseau de communication accessible en Iran avec distribution de terminaux téléphoniques, etc. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est de l'argent. Il vous faut beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Mais pour retourner les gardiens de la révolution et les Bassidji. Parce que pour faire défection, vous devez promettre que la suite sera meilleure et que le bonhomme qui fait défection sera protégé et ou riche, etc., etc. La troisième chose qu'il vous faut, c'est des armes. Là, ça devient plus compliqué, car la CIA, échaudée par les envois d'armes, notamment par avion, les parachutages, dans d'autres circonstances, au Proche-Orient, mais surtout en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dit non, on ne veut plus faire ça, parce que ces armes peuvent tomber dans les mains des autorités. Bien. Il faut donc les acheminer par terre. Vous ne pouvez pas le faire par le nord, c'est-à-dire par la Caspienne, parce que les Russes sont trop près. Il n'y a que le sud, c'est-à-dire les Kurdes qui sont en Irak. Lesquels Kurdes disent « Ah, mais nous, on veut bien faire passer des armes, nous sommes prêts, mais nous avons besoin d'une couverture aérienne. » Les Américains disent « Bon, on va réfléchir. » Les Israéliens réfléchissent aussi. Et là, vous avez un nouvel acteur qui dit « Pas question. » C'est la Turquie. Car si vous valorisez les Kurdes comme ayant eu un impact nécessaire et déterminant dans la levée de la population iranienne contre son régime, les Turcs détestent ça. Une valorisation des Kurdes, c'est la pire des choses. Et donc les Turcs s'opposent totalement à ce que les armes passent par les Kurdes, parce que ça les mettrait, eux, en porte-à-faux. Donc la situation est bloquée. Ah ben, en tout cas, si elle se débloque, ça va être très lentement et par des systèmes que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir l'argent, vous n'allez pas voir les armes et vous n'allez pas voir les réseaux de communication. Mais on peut dire, sans avoir l'air comme ça, de dire des choses exceptionnelles, que les 3 sont en train d'être mis en place. Ah oui, Oui, quand même. quand même. C'est-à-dire qu'il y a bien une stratégie d'aide à la population pour qu'elle se soulève. D'accord, oui, c'est ça. Mais simplement, c'est pas raconté. Et C'est irracontable. c'est Parce irracontable. que ça foutrait ça mettrait l'ensemble par terre instantanément. Bien sûr, bien sûr. Mais en effet, juste pour ajouter à ce que l'ambassadeur Dallon vient de dire, vous vous rappelez, au tout début de la guerre, il y a eu des QR codes mis à disposition de la population, 2 types de QR codes, israéliens gérés par le Mossad et d'autres gérés par la CIA. Et je trouve que
au niveau de la microstructure sociétale et du tissu sociétal en Iran, il y a une organisation, certes, qui est invisible pour le moment, mais j'ai du mal à croire que tous ces mouvements d'opposition auxquels on a assisté au mois de janvier dernier et qui ont même commencé au lendemain de la révolution islamique en Iran dès les années 80, les années 90, les soulèvements dans les années 2000 aussi, n'aient aucune architecture organisationnelle pour se soulever. Mais ils attendent juste que le brouillard de cette guerre se dissipe. On parle de Mais plus de 12 000 cibles quand même. Mais il y a eu quelques semaines une enquête dans le Wall Street Journal qui n'a eu aucun écho en France, qui montrait que en fait, quand les Israéliens ciblent un des responsables de la répression locale en Iran, les informations ne sont pas seulement données par des drones, mais par le terrain. C'est-à-dire que ce sont des Iraniens qui donnent au Mossad des informations nécessaires à l'élimination des responsables de la répression locale. Et cette infiltration, Marc, elle va au-delà et beaucoup plus loin que la population iranienne et beaucoup plus loin que les rangs même de l'opposition. C'est le régime lui-même en tant que tel qui est infiltré, en fait. On l'a vu, Oui, on l'a vu. je ne vais pas parler du cadre de la guerre, mais bien avant, quand il y a eu le sabotage de Natanz, qui est ce site nucléaire emblématique où seraient peut-être cachés quelques kilos d'uranium enrichi, on n'en sait rien. C'était du renseignement humain. Et il y a bien une infiltration qui va au-delà vraiment des rangs de l'opposition. Rappelez-vous aussi l'élimination de Hassan Nasrallah. On a parlé d'une taupe iranienne Oui. qui faisait partie de son environnement très proche. Donc là, on est vraiment à un degré d'infiltration qui est très Mhm. important. Il faut juste que le brouillard de cette guerre se dissipe un peu. Premièrement, pour faire le bilan des dégâts essuyés par l'Iran sur le programme balistique, sur le programme nucléaire, sur même toute la logistique militaire. Il y a toutes les casernes des Bassidji presque ont été visées, bombardées, pulvérisées. On n'a aucune information vraiment fiable sur la succession de Khamenei. Mojtaba, il est soi-disant dans un état voilà, qui laisse à désirer sur le plan de la santé. Et cet appareil même de la répression, les gardiens de la révolution, on n'a aucune visibilité sur les alliances ou bien les désalliances internes, sur les dissensions internes aussi. Et il y a juste, je termine avec ça, il y a une institution qui a été épargnée par les bombardements, c'est l'armée iranienne. On n'a pas vraiment vu, il y a eu des commandants qui ont été éliminés, mais l'armée en tant que telle n'a pas vraiment été visée aussi férocement que le corps des gardiens de la Révolution. Et Éric Danon, vous avez dit quelque chose d'important, enfin entre autres, c'est que pour comprendre ce que fait Trump, il ne faut pas l'écouter. Et ça, c'est vrai. Mais c'est-à-dire c'est rare d'avoir un conflit où la guerre de l'information est à ce point cruciale dans la marge des événements. Parce que l'Iran est extrême. La guerre d'information est un des éléments depuis le 7 octobre majeur de ce qui se passe. Trump aussi, à sa manière, c'est-à-dire que cette façon de gérer l'imprédictibilité, le chaos personnel qu'il incarne, qui est à la fois une manière de dissimuler la stratégie et en même temps un trait de personnalité réel, c'est les deux à la fois qui rend les choses très compliquées. Est-ce que c'est ce qui explique la difficulté des médias, en plus de la frustration occidentale, la difficulté des médias est simplement expliquer quelque chose de ce qui se passe, parce qu'on a quand même l'impression que plus les informations circulent, moins on a de compréhension. Ouais. Trump a tout compris à la communication. Et sur le plan de la communication d'opérations militaires, il dit les choses de telle façon que ses ennemis n'y comprennent rien. Il faut dire une chose. Oui, voilà. Donc, c'est de très bonnes tactiques de faire en sorte que votre ennemi ne comprenne rien de vos intentions. Le défaut, c'est que vos alliés non plus n'y comprennent rien. Et c'est à ce moment-là que je dis, il vaut mieux ne pas l'écouter et regarder les faits ou écouter son entourage ou ce genre de choses. Mais c'est central, cette affaire de la communication, parce que les médias occidentaux, ce que Trump sait très bien, c'est que les chaînes d'information continue
Et les réseaux sociaux se régalent de Trump. C'est un merveilleux objet pour toutes les chaînes. Et lorsque je vais sur les plateaux, je constate que tout le monde est obnubilé par la dernière déclaration De Trump. de Trump. Et je dis toujours, c'est exactement comme ça que vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est pour ça que vous avez, encore une fois, quand on revient à ce que vous avez montré en tout début d'émission, des gens qui disent « Ah ben, on se demande si Trump est mentalement sain, etc. » C'est pas le sujet. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est que les gens qui disent ça sont eux-mêmes brouillés par la communication de Trump. J'espère qu'il est sain mentalement. Je n'en sais rien. Mais au fond, ça m'est bien égal. L'important, c'est le résultat en termes d'action. Et en termes d'action, vous avez de fait une stratégie de suprématie, de retour à une suprématie américaine et occidentale, Oui. non seulement, alors, ou pas comme avant, par prise territoriale, il ne veut pas prendre l'Iran, mais par contrôle des flux. Et c'est ça qui est important, notamment par rapport à son ennemi principal, qui est la Chine. Il s'agit de contrôler les flux. Donc, vous dites, je vais prendre le canal de Panama, c'est fait. 2, je vais contrôler les flux pétroliers vénézuéliens, c'est fait. 3, je vais contrôler les flux iraniens. Et à terme, je vais essayer de travailler avec les Russes pour contrôler aussi plus ou moins les flux. C'est par rapport à la Chine quelque chose qui est très coûteux. À la fois l'incertitude, parce que il y a 10% donc du pétrole qui arrive en Chine qui est d'origine iranienne, Oui. 3% d'origine vénézuélienne, 20% d'origine russe. Ça vous fait 33%. Donc, si la Chine a une incertitude sur le pétrole qui arrive chez elle, eh bien, elle va hésiter à entamer la chose la plus dangereuse, qui est évidemment la guerre avec Taïwan. Si vous avez Trump introduit de l'incertitude sur le pétrole qui arrive en Chine. Or, la Chine a fait l'erreur, parce qu'elle croyait que comme ça, tout le monde allait avoir peur, de faire des exercices de simulation de l'envahissement de Taïwan il y a 6 mois, il y a 5 mois. Et on a vu tous ces gros bateaux chinois tourner autour de Taïwan, les avions qui décollaient, etc. Genre, voilà, je fais pression sur Taïwan. Tous les services de renseignement du monde, enfin ceux qui ont un peu de capacité, se sont mis à calculer le pétrole ainsi brûlé par les exercices chinois. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que le pétrole, pendant ces exercices-là, a représenté une part non significative de la consommation annuelle du pétrole chinois. Ce qui veut dire que si vous introduisez une incertitude sur les arrivées de pétrole en Chine, en fait, vous obligez la Chine à y penser à 2 fois, à une opération longue sur Taïwan, parce que ça va l'obliger à faire des arbitrages complètement différents. Donc, ce qui se passe aujourd'hui montre que très probablement, la Chine va être obligée d'attendre que Trump soit parti de la présidence américaine pour repenser à une opération sur Taïwan, parce qu'en attendant, c'est trop dangereux, au sens de c'est trop incertain pour elle de se lancer dans une opération de ce type. Donc tout ça est très cohérent. Oui, si vous dézoomez un tout petit peu et vous sortez de l'agitation des médias du quotidien, je peux vous dessiner la stratégie de Trump, je ne vais pas le faire ici, mais je peux vous donner quelque chose que je dirais de façon un peu provocatrice. Trump est un chef d'État parfaitement prévisible sur les questions stratégiques. Il suffit d'avoir les 5 ou 6 déterminants de ce monsieur, psychologiques, etc., et vous pouvez déduire 80-90% de tout ce qu'il va faire, parce que c'est un esprit relativement simple. Il faut juste
bien voir que sur cet esprit qui a des fondamentaux relativement simples, vous rajoutez une couche d'hyper-narcissisme et de communication qui brouille les messages, qui brouille tout, mais en réalité, ces déterminants de fond, ce serait une autre émission, mais ça vous permet de savoir exactement comment il va réagir à toutes les choses. Très intéressant. Alors, Ramon et Maëla. oui, alors je suis d'accord avec le portrait général que vous avez fait, mais je pense que sur la question de ne pas prêter attention aux mots, c'est à la fois vrai, et en même temps, les mots et la capacité à capter l'attention que parvient, comme le fait Donald Trump, est fortement augmentée par le déploiement d'une politique étrangère très active. C'est-à-dire que, évidemment, que les déclarations qu'il fait sur le Venezuela sont plus prises en compte par les médias internationaux, parce qu'il a de fait organisé l'enlèvement de Maduro. De même que toutes les déclarations qu'il fait sur les menaces vis-à-vis de l'Iran sont quand même beaucoup plus prises en considération par le fait qu'il mène de fait la première... Enfin, oui, évidemment, il y avait déjà eu des bombardements en juin, mais aujourd'hui, les États-Unis n'ont jamais attaqué directement l'Iran comme ils le font aujourd'hui. Donc il y a quand même une accélération de la politique étrangère qui est très importante. Donc évidemment, on peut la stratégie de communication est aussi nourrie par un proactivisme international qui est peut-être sans précédent avec les administrations précédentes. Donc en quelque sorte, on peut aussi se demander si cette volonté d'être toujours au centre de l'attention ne pousse pas à une accélération des actions et à une intensification des mesures qui sont prises. Donc, en quelque sorte, c'est vrai qu'il ne faut pas y faire attention. En même temps, c'est un facteur explicatif, comme vous l'avez mentionné précédemment. Maëla. Pour rejoindre ce qui a été dit, monsieur l'ambassadeur a très bien expliqué cette prévisibilité du président Trump que je partage à 100%. Moi, je me souviens, après l'enlèvement de Maduro, j'avais publié le lendemain un article sur la guerre en Iran, qui est déjà, voilà, dont la décision est déjà prise, en fait, parce que ça fait partie d'une mécanique stratégique, d'une politique américaine trumpienne, purement trumpienne, qui est déjà fixée à l'avance. Mais au-delà même de ces projections dans la vision future du président Trump, si on revient à 2018, en fait, tout cela était presque prévisible parce que cette politique de maximum pressure, de pression maximale et aussi d'affaiblissement de la République islamique d'Iran a commencé déjà en 2018 quand Trump s'est retiré du JCPOA, de l'accord sur le nucléaire, malgré certaines mises en garde dans son entourage proche même. Ils lui ont dit non, non, il faut aller jusqu'au bout, leur donner du fil à retordre à chaque fois et puis peut-être après, on pourra démasquer toutes les infractions faites par les Iraniens à cet accord. Il a été vraiment jusqu'au boutiste, il a déchiré cet accord, il a commencé par sa stratégie d'élimination. Elle n'a pas commencé avec la guerre des 12 jours, encore moins avec cette guerre, elle a commencé avec l'élimination de l'architecte du chaos au Moyen-Orient qui est Qassem Soleimani. Et avec cela, on a commencé à voir, et là je vais rejoindre Zineb El Rebois, ce qu'elle a dit en début d'émission, la nouvelle tendance et la nouvelle dynamique politique et diplomatique au sein même des pays arabes, et c'était l'ère des accords d'Abraham. On a vu le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis signer des accords de paix avec l'ennemi juré du monde arabe, vous voyez, donc avec Israël. Donc cette dynamique a été instaurée, mise en place depuis 2018. Aujourd'hui, on assiste à la suite logique de ça. qui a été rompue par le mandat Biden. Alors là, il y avait une autre méthode, elle était beaucoup plus diplomatique. Il y avait un souci de revenir aux négociations. On a assisté à tous ces pourparlers de Vienne qui étaient indirects, où les Européens se sont vraiment activés dans les couloirs pour rapprocher les points de vue. Et malgré la position européenne très conciliante, malgré une proposition qui a été faite aux Iraniens, rédigée par Joseph Borrell, qui était le plus diplomatique, le plus apte et enclin à proposer un nouveau deal et à dire que les Européens ont réussi à rapprocher les points de vue, les Iraniens l'avaient refusé. Donc on a testé cette radicalité iranienne avant même le début de cette guerre, déjà pendant le cycle de négociation qui a été organisé à Vienne
après que le président Biden a exprimé sa volonté de revenir à un accord ou à un simulacre d'accord avec l'Iran. Donc tout ce à quoi on assiste aujourd'hui s'inscrit dans cette suite logique. Oui, oui. Mhm. Ouais, je pense on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On est revenu à ce que disait Zineb Bribois au début de l'émission. Donc, ça fait un cercle à peu près complet. Merci à tous les trois d'avoir été présents pour cette discussion qui est un point d'étape en quelque sorte sur ce qu'on peut dire, essayer de démonter aussi le tissu de lieux communs et de clichés qui circulent sur les événements. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Ligne de Force.